Sont tous différents et là nous avons souhaité réunir donc différentes personnes qui ont eu et qui ont toujours un rôle politique dans notre société pour discuter un petit peu et approfondir comment les vieux, comment les vieilles vont pouvoir prendre une parole et être écoutés dans l'espace public et influer sur les politiques publiques. Merci. Merci Francis. Bonjour à tous. Nous sommes presque au complet. J'espère que Roselyne Bachelot va se joindre rapidement à nous. Je voudrais d'abord vous présenter les personnalités politiques qui ont bien voulu participer à cette table ronde. À ma droite, Monique Pelletier, qui a été ministre. Je ne vais pas en dire trop, mais il faut que j'en dise quand même un petit peu. Ministre de 78 à 81, membre du Conseil constitutionnel de 2000 à 2004, et qui surtout accompagne les initiatives, les réflexions qui ont abouti, entre autres choses, au contre-salon qui nous réunit aujourd'hui. Donc vraiment, on est très fiers de vous avoir, Monique, avec nous. Dominique Gillot, députée entre 1997 et 1999, sénatrice de 2011 à 2017, maire d'Éragny, c'est-à-dire l'ensemble, Sergi Pontoise, c'est ça, maire d'Éragny de 2001 à 2014, secrétaire d'État chargé de la santé et de l'action sociale d'abord, entre 1999 et 2001, puis chargé des personnes âgées et des personnes handicapées en 2001, elle aussi très présente dans la vie intellectuelle et engagée qui nous rassemble aujourd'hui, et depuis longtemps. Clémentine Autain, députée La France Insoumise, secrétaire pendant un temps de l'Assemblée nationale et qui a eu divers mandats en Île-de-France, je ne vais pas en faire la liste, et que, à titre personnel, je remercie d'avoir été présente à une initiative à Strasbourg il y a quelques jours pour la paix, disons, au Proche-Orient. Et puis enfin Noël, ma mère, que les un peu moins jeunes que d'autres se souviennent d'avoir vu comme journaliste, puis très apprécié, et puis ensuite engagé en politique, maire de Bègle de 89 à 2017, c'est beaucoup Noël, hein? Trop. Député de 97 à 2017, député européen de 94 à 97, candidat à l'élection présidentielle en 2002, et je ne sais pas si depuis les choses ont évolué, mais à l'époque, ça a été le meilleur score d'un candidat vert à une élection présidentielle. Je ne sais pas si depuis, il y a eu à quelques 40% des voix près. Voilà. Donc, nous attendons Roselyne Bachelot. J'espère qu'elle n'a pas eu un contretemps ennuyeux. Moi, je suis ici, je vais vous dire pourquoi. En un mot, il y a 3 ou 4 ans, Véronique Fournier m'a dit « Michel, on est quelques-uns qui voulons réfléchir au grand âge, on a besoin d'un sociologue, est-ce que tu viendrais à une réunion, à la campagne, c'est sympathique, etc. » Alors j'ai dit oui, je suis arrivé à la réunion comme sociologue, mais au bout de 5 minutes, j'étais plutôt un vieux, comme les autres. Et donc, je remercie Véronique de tout ce qu'elle fait depuis le début. Alors maintenant, je lance cette réunion. Je donne la parole à Monique Pelletier. Ce qui nous intéresse ici,
ceux qui ont organisé cette réunion, ce mouvement. Ce qui nous intéresse, c'est comment aller de l'avant, comment transformer les essais successifs qui ont été des réussites jusqu'ici, et en particulier ce contre-salon, comment le transformer en résultat politique. Et donc, qu'est-ce que c'est que faire la politique avec les vieux, pour les vieux, en écoutant les vieux, en étant éventuellement soi-même plus ou moins vieux? C'est ça les questions qui nous intéressent. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Monique, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Merci. Il est temps que les vieux se fassent entendre. On ne perd pas la parole en prenant de l'âge, je puis en témoigner. On a, comme avant, des choses à dire, des demandes à formuler, des opinions à défendre. Garder le silence est une lourde erreur, car il interdit d'obtenir les améliorations bien nécessaires. Oui, les vieux n'ont aucune raison de garder le silence, alors qu'ils espèrent voir leur vie s'améliorer. Ils ont constaté que leur légitime attente d'obtenir la création d'un conseil qui réunirait le ministre concerné et des vieux, parce qu'il faut des vieux autour de la table, que cela est très difficile à obtenir. En témoigne d'ailleurs la loi annoncée par 3 présidents et jamais conçue. Il faut donc changer totalement de braquet. Des responsables sont choqués par ce mur d'indifférence et ont créé, il y a près de 3 ans, le Conseil national autoproclamé, je dis bien autoproclamé, de la vieillesse, dit plus simplement le CNAV. Ce jeune mouvement regroupe désormais plus de 2000 membres dans de nombreuses villes de France. Et ce n'est pas terminé parce que voilà pour vous. C'est un tremplin qui devrait avoir le poids nécessaire pour convaincre le président du bien fondé de la demande, à savoir la création d'un conseil composé de politiques, ministres et de vieux. Car la politique de la vieillesse doit être décidée avec des vieux. Notre devise, rien pour les vieux sans les vieux. J'ai présidé pendant quelques années le Conseil national handicap. Et ce conseil avait été créé et a permis des réformes qui ont été jugées importantes par les personnes qui en ont bénéficié. Il y avait une réunion par mois au ministère et un dialogue s'engageait entre les représentants des personnes handicapées et le ministre. Je pense que dans ce cas-là, on sait de quoi on parle et on obtient mieux satisfaction. Nous voudrions faire de même. Notre présence et nos vœux actuellement n'aboutissent pas. Nous n'avons pas trouvé la personnalité politique qui se chargerait d'obtenir ce conseil. Et ce conseil ne coûte que ce qui sera décidé, mais il est simple à créer, simple à réunir et attendu par beaucoup de personnes vieilles. Je pense, et j'en aurais terminé, c'est-à-dire que ce tremplin régulièrement réuni devrait permettre de décider progressivement des réformes ou des adaptations des textes actuels. Alors comment obtenir ce conseil? Seul un parlementaire connu ou un ministre populaire aurait l'influence nécessaire pour obtenir cette création. Ayant vécu pendant quelques années la création du Conseil national handicap, je puis assurer que cette procédure est préférable à la loi, car elle assure la part prise par l'État et celle assumée par les représentants des vieux. Le CNAV réussira à obtenir cette réforme car elle est juste et répond à un besoin réel. Et j'en aurai terminé bientôt.
je vous dis que notre devise, c'est rien pour les vieux sans les vieux, c'est-à-dire que autour de la table, si ce conseil se réalise, il y aura des vieux qui prendront la parole et qui auront un pouvoir de décision à côté du ministre ou de ses représentants. Le CNAV a déjà fait l'essentiel, c'est-à-dire devenir un mouvement important et comprendre que dans ce petit monde politique, c'est l'un de ses membres qui pourra obtenir cette création. Ce conseil répond à une attente nécessaire, plus que la loi promise par 3 présidents successivement est restée lettre morte. Nous réussirons à permettre aux vieux, avec eux, d'être représentés, défendus et reconnus, malgré leur âge, reconnus comme des citoyens à part entière. Et je vais terminer en vous disant ceci. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Vivement que cela change. C'était un ténor connu et aimé des Français, Jacques Brel, qui a écrit sur les vieux, et ils sont rares ceux qui l'ont fait. Cette chanson est encore souvent entendue, et cette chanson me semble rester plus actuelle que jamais, et j'en ai terminé et laisse ma place à... D'accord. Très bien. Merci Monique. Alors on est déjà entré dans les propositions, là, hein, vraiment volontaires. Et moi, dans la préparation de cette table ronde, j'avais compris qu'il était intéressant de donner notre point de vue, notre expérience à la politique. Et moi, je vais vous livrer 3 anecdotes qui jalonnent mon parcours politique. Alors j'étais enseignante, maîtresse d'école, très investie dans mon métier, passionnée par la transmission, l'éducation pour l'émancipation. Et puis je me suis engagée dans la vie politique de cette manière-là. Ça a été le moteur de ma vie politique, militante au Parti socialiste, élue locale, puis nationale. Toujours en proximité. Je ne suis pas une théoricienne. J'ai appris à réfléchir avec des chercheurs, mais je ne suis pas une théoricienne au départ. Je suis plutôt un bon petit soldat. Là où je suis, j'agis et de préférence de bonne humeur. Alors, ces 3 anecdotes, il y en a la première, c'est en 2019, j'étais députée. Et Lionel Jospin m'appelle, il fallait remplacer Bernard Kouchner, parti en mission au Kosovo. Donc il m'appelle pour... moi je croyais que c'était pour me demander mon avis sur des dossiers en cours et tout. Puis non, il me dit, voilà, on a pensé à toi. Bon, ça m'a beaucoup impressionné, mais j'ai dit oui, c'était intéressant. Donc je me suis investie. Et puis j'ai rencontré là ses collaborateurs qu'il avait réunis dans son cabinet, dont... Véronique, qui est toujours avec qui je suis toujours en relation, et nous avons travaillé. Et Étienne Cagnard aussi qui a parlé hier vendredi soir. Et on s'est mis au travail, j'ai appris, j'ai découvert des choses, et on s'est vraiment attelé à la préparation, à la rédaction de la loi sur le droit des malades, qui était la conclusion des États généraux, qui avaient fait des propositions justement pour que les malades puissent prendre la parole sur leur propre situation et amoindrir le pouvoir médical. Donc c'était la première loi de démocratie sanitaire. J'y ai beaucoup travaillé, j'étais très très investie sur ce sujet, très impressionnée. Bon, il y a aussi beaucoup d'autres lois sur la lutte contre la pauvreté, les 35 heures, la culture. Enfin bon, vraiment un engagement très très intéressant. Et puis arrive 2001, Bernard Kouchner revient, Lionel Jospin m'appelle, me convoque, m'invite et me dit il faut que Bernard reprenne sa place. Bon, j'étais en intérim, je le savais. Je dis d'accord, mais il me dit mais comme on a bien travaillé ensemble, vraiment c'est formidable, je te propose de créer le secrétariat d'État aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Bon, moi, je me dis c'est intéressant, il y a des choses à faire dans ce secteur-là, donc j'accepte. Et quand on a retiré la revue de presse, retour de Bernard Kouchner, Dominique Gillot relégué aux personnes âgées, aux personnes handicapées.
Alors je vous dis que l'humiliation, elle était aussi forte, sinon plus, pour les sujets de mon ministère que pour moi-même. Les choses ont un petit peu changé depuis, mais pas beaucoup. Deuxième anecdote. On est en 2001. J'ai quitté le gouvernement, je suis maire de ma commune, première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, en charge des finances et de la programmation. Donc je me dis, c'est une ville nouvelle, on construit des quartiers, des logements, faut penser la politique, faut penser la ville de demain. Donc j'organise un aéropage, une conférence avec des élus, des spécialistes, des professionnels, des urbanistes, des sociologues. Et puis je dis, voilà, faut qu'on réfléchisse pour que notre élan de construction prépare la ville de demain. Et on me dit, mais on y est, on fait la ville de demain. Oui, mais pour tout le monde. Mais c'est qui tout le monde? Parce qu'une ville nouvelle, évidemment, on accueillait des jeunes familles, on a ça. Je dis, il faut penser aux personnes âgées, il faut penser aux personnes handicapées. Alors bon, ils y réfléchissent, tout ça, mais ils me disent, mais enfin, Madame Gigot, dites-moi, quelle est la cible? J'ai la cible, c'est moi. J'avais 63 ans, j'ai dit, c'est moi, dans 20 ans, je veux continuer de vivre dans la ville. Ça a été une consternation totale. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi. Parce que quand on sillonne la ville nouvelle aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de défauts en matière d'accessibilité, de bienveillance pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Et puis la troisième anecdote, là j'étais sénatrice, j'avais pris de l'autorité, je faisais des choses, j'avançais. Au Sénat, je m'étais investie sur la loi sur l'école avec Françoise Cartron qui est là, sur la loi pour les universités, la recherche, l'intelligence artificielle, le droit des femmes, le droit des personnes à mourir dans la dignité, la loi Claes-Leonetti, n'est-ce pas, Véronique? On avait fait des amendements pour justement donner un peu plus de liberté aux personnes sur le choix de leur fin de vie. Et puis, arrive la fin de... Oui, Claes-Leonetti, la deuxième, oui. Et arrive le renouvellement. Au Parti socialiste, on avait élaboré le portrait robot de la tête de liste idéale. Femme, la parité, donc une femme, la proximité, l'engagement sur les sujets de société, la déontologie irréprochable. Bon, je me disais, pas de problème. Je suis encore active, je suis intéressée, tout ça. Eh ben, c'était sans compter sur ces jeunes quinquagénaires qui considéraient que c'était leur tour, et particulièrement des messieurs, des garçons, dont un qui défend aujourd'hui la politique en direction des personnes âgées. Je vous le dirai pas qui c'est, mais ça reste un petit qui disait, mais c'est mon tour. Donc j'ai été évincée pour cause d'agisme et de sexisme. Donc tout ça, ça m'a quand même marqué. Ça m'a pas donné de rancune parce que je pense que dans la vie il y a d'autres engagements à avoir que d'être élu. Mais ça vous donne l'exemple, ça vous donne l'image de ce que les partis politiques, les responsables politiques ont comme considération des personnes qui vieillissent. Hein. Donc depuis, je me suis investie sur des sujets qui concernent la place des personnes avec des besoins particuliers, et toujours avec ce souci de la défense des droits des personnes et de l'accessibilité à ces droits, la garantir que ces personnes peuvent accéder à leurs droits. Et on voit bien que l'invisibilité des personnes vieilles, le ressenti qui s'exprime dans cette salle depuis maintenant presque 3 jours, eh bien, il n'est pas le fruit du hasard. Il est quand même le fruit de cette politique qui ne veut pas voir les personnes différentes et qui vise à exclure les vieux. Les vieux ne seraient pas en capacité d'accompagner l'évolution et le développement de la société. Place aux jeunes. Les vieux, ils sont consommateurs de beaucoup de crédits. Hein. Hier, on a eu des informations quand même sur ça va coûter 3, 6, 9 milliards. Donc, aucun des présidents de la République, malgré les promesses qui ont été faites, ne se sont engagés à concrétiser cette loi grand âge qui devrait révolutionner l'équilibre de la société et donner toute leur place aux personnes qui vieillissent, mais surtout celles qui sont dépendantes, parce que dans l'esprit des responsables politiques et des professionnels, la vieillesse, c'est la dépendance.
Entre le moment où on cesse une activité professionnelle et le moment où on risque de devenir dépendant, il y a une grande plage, il y a du temps, il y a des années, il y a 15, 20 ans. Et toutes les personnes qui vieillissent ne vont pas être dépendantes. Il y a 20% de la population qui risque de devenir dépendante. Et cette dépendance, elle est progressive, elle peut être compensée, elle peut être accompagnée, elle peut être retardée aussi si on a des politiques de prévention et d'accompagnement qui sont bien pensées. Donc, je pense que notre indignation, notre volonté de faire contre-salon, après avoir mis en gestation le Conseil national autoproclamé des personnes vieilles, que nous voulions un peu copier sur le Conseil national consultatif des personnes handicapées, puisque j'ai aussi présidé ce CNCPH pendant plusieurs années, eh bien, c'est l'expression de cette révolte, de cette indignation. On en a assez qu'on parle à notre place, on en a assez qu'on conçoive des politiques à minima pour dire on a fait quelque chose. On a entendu quand même hier dans la bouche d'un député que la proposition de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale là, pour bien vivre, il y a des propositions comme la création d'une carte professionnelle pour les aidants, pour les soignants. Est-ce que ça va révolutionner la société? Est-ce que ça va redonner leur place aux personnes qui vieillissent? La conférence de la ministre qu'on nous a relatée, qui a eu lieu vendredi après-midi, où elle dit qu'elle a consulté les parlementaires, consulté les associations. On a finalement appris que c'était 2 associations qu'elle avait consultées pour mettre en chantier sa loi grand âge. Bon, ça fait combien de temps qu'elle est en chantier, la loi grand âge? Il y a eu combien de rapports? Donc aujourd'hui, il nous appartient à nous, les vieilles et les vieux qui sommes encore en capacité de parler, qui osons prendre la parole, qui nous autoproclamons représentants des personnes vieilles, eh bien, d'exiger d'autres pratiques, d'exiger d'autres méthodes. Et je remercie Monique d'avoir commencé à esquisser un programme, une feuille de route qui pourra être celle du CNAV dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent. On en reparlera cet après-midi. Mais je pense que le rapport à la politique, les politiques et les vieux, c'est pas comme hier, il va falloir que ça soit différent et il faut vraiment que la parole des personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui vieillissent, les personnes qui ne sont pas encore privées de parole et de réflexion, les personnes qui ne sont pas mortes, eh bien parlent pour les vieux. Donc ça sera ça notre exigence. Premier constat, je suis, à part Michel qui est l'animateur, le seul de cette table ronde qui soit un homme, ce qui prouve bien que la question de la vieillesse est beaucoup plus souvent traitée par les femmes que par les hommes. Pourquoi? Sans doute parce que les hommes, plus que les femmes au fond, refusent de se regarder vieillir. Et on assiste à un paradoxe assez intéressant, c'est de constater que les politiques, comme l'ont dit Monique Pelletier et Dominique Gillot, ne sont jamais allés jusqu'au bout d'une vraie politique de la vieillesse, c'est-à-dire d'intégration d'une catégorie d'âge dans notre société au nom d'une forme d'utilitarisme que l'on voit se développer dans d'autres secteurs, puisque les vieux, au fond, dans l'esprit public, ne seraient plus utiles à la société, alors même que lorsqu'ils se retrouvent à la retraite et sont fonctions soit électives, soit salariales, ils ont un rôle très important à jouer dans la solidarité, dans l'altérité et dans la construction du ciment social qui nous manque tant, puisque nous le voyons bien, nous avons beaucoup besoin de cet engagement associatif et d'une partie de notre population dans un pays qui est extrêmement divisé. Si aujourd'hui les vieux sont considérés comme sur le bas-côté d'une certaine manière et marginalisés ou ghettoisés, c'est parce qu'en effet nous sommes dans une société qui est animée par le syndrome du narcissisme. On le voit avec tous ces smartphones et toutes ces applications où l'on finit par
où la priorité c'est de s'exposer, de montrer comme on est beau. Regardez, promenez-vous dans Paris et regardez le nombre de commerces qui se sont construits sur la culture du corps. Et effectivement, quand on est dans une société du narcissisme, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un sociologue américain qui s'appelle Christopher Lasch, qui a écrit dès les années 70 un livre essentiel qui s'appelle La culture du narcissisme. On est en plein dedans. Et vous voyez bien comment il y a des dérives avec même la jeunesse dès l'âge de 10 ou 12 ans où on expose son corps. En effet, exposer le corps d'un vieux, ça ne se fait pas et ce n'est pas très ragoûtant pour employer une expression un peu familière. Et si les politiques refusent de mener de mener des politiques publiques d'intégration des personnes âgées dans le fonctionnement de la société, c'est parce qu'ils refusent en effet de se voir vieillir. Mais alors il y a un paradoxe. Je pense, quand on regarde autour de nous, un salarié après 50 ans, c'est déjà un vieux. Donc il faut déjà que l'on s'accorde sur la question de savoir à partir de quel âge on est un vieux dans la société. C'est-à-dire quelqu'un ou quelqu'une qui devient inutile ou dont on n'a plus besoin, que l'on jette comme un Kleenex. Et à partir de 50 ans dans ce pays, c'est extrêmement difficile de retrouver un travail. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est dans la politique qu'on voit les plus vieux. Ils s'accrochent et ils s'accrochent encore de manière assez pathétique avec des renouvellements de mandats, comme ça touche principalement les hommes, beaucoup plus que les femmes. Et c'est quand même un paradoxe de voir comment les politiques n'arrivent pas à intégrer cette question de l'âge, pas simplement du grand âge. Ça ne viendra pas d'en haut. Toutes les sociétés changent par le bas et par la mobilisation de celles et ceux qui vivent au quotidien les drames, les chocs, la maladie, la souffrance. Et la souffrance n'est pas que physique, la souffrance elle est morale, elle est psychologique, elle est liée aussi aux inégalités. Et c'est pas évident de parler de la même manière qu'on parle de la jeunesse. Il y a plusieurs jeunesses. La jeunesse qui se mobilise avec ces jeunes activistes pour lutter contre le réchauffement climatique n'est pas la même que celle qui appartient à un milieu social dans lequel on ne sait pas comment on va finir le mois. Une jeunesse qui est bien souvent humiliée, stigmatisée, montrée du doigt et qui est animée par le ressentiment qui est un des moteurs du populisme dans ce pays. Et donc il n'y a pas une vieillesse, il y a des vieux, mais tous les vieux ne vivent pas de la même manière. Il y a ceux qui bénéficient d'une retraite confortable et ceux qui aujourd'hui vivent dans des difficultés absolument effroyables. Donc, est-ce que on a le droit, dans un pays comme le nôtre, d'accepter autant d'inégalités? C'est vrai que nous sommes dans des sociétés qui vieillissent. Quand on voit tous les développements sur l'éventuel grand remplacement, sur le fait que nous serions trop nombreux sur cette planète, non, nous ne sommes pas trop nombreux sur cette planète. La question n'est pas celle de la démographie, la question c'est celle de la répartition, de la redistribution, de l'éducation, et notamment de l'éducation des femmes dans les pays qui sont accusés aujourd'hui de faire trop d'enfants. C'est une question de répartition. Donc nous sommes dans des sociétés qui vieillissent. La société allemande ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas l'immigration, de la même manière pour la société italienne, de la même manière d'ailleurs pour la société russe qui est devant un problème de vieillissement terrible. Donc la France est un pays dans lequel les vieux augmentent. Donc ça veut dire que nous avons devant nous, et je vais avoir 75 ans le 25 décembre, donc je suis un vieux comme tout le monde, et je sais très bien que parce que nous sommes de plus en plus nombreux, nous devons pouvoir nous mobiliser pour faire pression sur les politiques. La politique, c'est pas le consensus, c'est l'organisation du dissensus et du conflit. Et c'est de savoir comment on le règle de manière démocratique et équitable et juste. Et donc aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, la matière première. C'est un mot qui ne convient pas à la situation dans laquelle nous sommes. Mais nous avons aujourd'hui toutes les énergies
pour pouvoir faire basculer les politiques publiques en direction des vieux. Et c'est vrai que de la même manière qu'on ne veut pas se regarder vieillir, eh bien, on ne veut pas regarder ces vieux. Donc, on les balance dans des EHPAD et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce livre formidable qui a révélé la condition dans laquelle on tient, et dans certains établissements, les personnes âgées. On s'en débarrasse, on veut pas les voir, on les invisibilise comme on invisibilise dans ce pays et dans d'autres sociétés certaines catégories sociales. Michel, tout à l'heure, a eu la gentillesse de faire référence à la période durant laquelle j'étais journaliste. Quand Louis Berriot m'a demandé de rejoindre Antenne 2, nous avons créé ensemble une émission quotidienne qui s'appelait C'est la vie. Et qui s'intéressait à ce qui est à côté de notre porte. Je me souviens très bien d'être allé faire un reportage à Roubaix, dans le quartier de l'Almagar, qui aujourd'hui est revisité. Et ce quartier, c'était une courée de mineurs, et il avait été conçu par l'équipe municipale et par des architectes, qui étaient de manière très intéressante, puisque l'idée, c'était de faire cohabiter des parents jeunes avec des enfants et des personnes âgées, et les personnes âgées allaient chercher les enfants à la sortie de l'école et s'en occupaient, et il y avait déjà, c'était en 1977, c'était au XXe siècle, c'était il y a très très longtemps, et nous avions lancé une campagne pour l'adaptation des bâtiments publics aux personnes handicapées, parce que nous considérions que ces deux catégories, qu'il s'agisse des personnes âgées déjà et des personnes handicapées, c'était deux catégories qui étaient complètement ghettoisées et qui étaient complètement mises au bord de la société. A été évoquée il y a quelques instants la question du droit à mourir dans la dignité, qui est une question qui évidemment se pose avec beaucoup plus d'acuité à notre génération qu'à celle qui vient après nous. Eh bien, je regrette vraiment, je vous le dis, et c'est très significatif d'ailleurs de ce que nous ne voulons pas voir dans nos sociétés, du poids d'un certain nombre de préjugés. Michel a eu la gentillesse de dire tout à l'heure que j'ai été candidat des écologistes à l'élection présidentielle en 2002. J'ai été le seul stigmatisé pour l'avoir dit, à avoir défendu le droit à mourir dans la dignité. C'était en 2002, donc on était déjà au XXIe siècle. Et cette question, elle n'a pas été abordée non plus, alors que nous l'avions demandé avec mon collègue Tournier, qui était député de Lyon. Nous faisions partie tous les deux de la commission de révision des lois bioéthiques. Eh bien, la question de la fin de vie n'a pas été abordée au cours de cette révision des lois bioéthiques, et nous l'avons beaucoup regretté. Donc, nous sommes en effet dans une situation où il est plus que jamais nécessaire de solliciter cette mobilisation et de ne pas se contenter, comme l'a très bien souligné Dominique il y a quelques instants, de ces petits bricolages, en fait, en direction des personnes âgées, sauf qu'il va bien falloir s'attaquer à cette question, et le faire dans l'esprit de la solidarité, de la lutte contre les injustices, parce que c'est là qu'elles sont le vécu avec le plus de brutalité, avec le plus de violence. Et pourquoi avec brutalité et violence? Parce que ce sont des inégalités qui sont vécues dans le silence, puisque ces personnes-là, elles sont trop fragiles pour prendre la parole, elles ont peur de prendre la parole, et quand elles prennent la parole, on leur dit finalement tais-toi parce que t'es vieux et t'as plus rien à nous dire. Eh bien, je pense que ces initiatives comme celle-ci sont très intéressantes. Alors, je dirais un dernier mot, parce que j'ai été maire de Bègles trop longtemps, 28 ans. Moi aussi, je me suis accroché, finalement, d'une certaine manière. Mais la politique est une drogue dure. Alors, faut partir quand on a envie, quand on a encore envie de faire de la politique. Si on attend de ne plus avoir envie d'être lassé, alors ça peut durer au moins un demi-siècle. Eh bien, je suis très heureux d'avoir contribué dans ma ville de Bègles à la mise en œuvre d'un projet qui est affiché ici dans les stands avec Edith Toesca et quelques autres, d'un projet d'habitat coopératif. Le permis de construire a été signé par mon successeur et c'est en train de se faire. Et donc je trouve que c'est là aussi, j'avais initié un autre programme qui est un programme d'habitat participatif
C'est dans cet esprit-là qu'il faut regarder les choses pour que les vieux aient toute leur place dans la société. C'est-à-dire, comme je le disais souvent, quand je faisais cette émission C'est la vie, mon pote série, on me disait, Noël, il fait de l'information, on aura de la toile cirée, oui, parce que j'allais pas à Beyrouth ou en Ukraine, parce que je m'occupais de ce qui était à côté de moi. Mais je disais, il faut s'occuper de ce qui nous regarde. Eh bien, occupons-nous de ce qui nous regarde. Bonjour à toutes et tous. D'abord, très heureuse de participer à ce contre-salon. Voilà, non, c'est assez rigolo, de contre-salon pour bien vieillir. Et merci à Michel donc de son invitation qui me touche. Alors moi, je voudrais d'abord commencer en partageant une lecture qui m'a beaucoup bouleversée à titre personnel, mais aussi de façon politique et récente. L'année de mes 50 ans, donc ça avait du sens. En fait, chez Grasset, je passais parce que je sortais un livre chez eux et on me dit mais il faut absolument que tu lises ce livre de Laura Adler, La voyageuse de nuit. C'est un livre sur la vieillesse. Je dis oh ben non, franchement, je vais pas me payer 350 pages sur la vieillesse, c'est déprimant, j'ai autre chose à faire. Non, mais vraiment, il faut que tu lises ce livre, Donc je l'ai mis un petit peu de côté, puis à un moment donné, devant l'insistance de mon éditrice, je me dis bon je vais m'y mettre. Et en fait, j'ai trouvé ce livre absolument extraordinaire. Il m'a changé le regard sur la vieillesse. Et première chose qui m'a frappée, c'est je me suis dit, Laura Adler, elle fait partie de cette génération de 68. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur 68, où précisément, quand elle était jeune, elle demandait une place pour les jeunes. Et au démarrage, j'étais un peu agacée par ce livre parce que je me disais, quand elle était jeune, elle demandait une place pour les jeunes et maintenant qu'elle est vieille, elle veut la place pour les vieux. Je me dis quand même, c'est assez exagéré. Je trouvais que c'était assez exagéré. Mais la génération 68 avait raison de mettre l'accent sur la place de la jeunesse qui, à l'époque, était quand même particulièrement mise sous le côté. Tout ce qu'elle pouvait représenter de subversion était mal vu. Et je crois qu'elle a raison aujourd'hui de dire que dans cette société qui a transformé les idéaux de 68, parce que le jeunisme actuel est une vision très consumériste, très narcissique, je partage ce que tu dis, de la jeunesse, et c'est pas forcément la place des jeunes qui est reconnue. C'est tout le monde est sommé de mettre des baskets, d'avoir l'air jeune, de ne pas vieillir, d'acheter des crèmes anti-âge, et ça raconte plus des choses sur la société de consommation, me semble-t-il, que sur la place qu'on pourrait accorder à chaque génération avec ce qu'elle peut apporter. Moi, je suis une militante absolue de la mixité en général homme-femme, mais aussi générationnelle, parce que il y a de l'énergie dans la jeunesse et il y a de l'expérience avec l'âge qui me semble devoir être associée l'une à l'autre. C'est-à-dire que chaque génération, chaque âge par l'énergie d'un côté, l'expérience de l'autre, mais génération aussi, c'est-à-dire la génération, c'est ce qui est matiné par des expériences communes, par une histoire, une sociologie commune. Eh bien, je crois beaucoup à la mixité de ces atouts liés à l'âge et de ces visions liées au phénomène générationnel. Et donc ce livre m'a beaucoup bouleversée parce que je me suis dit qu'effectivement, il fallait qu'on regarde autrement ceux qui vieillissent, les plus anciens. Alors on met beaucoup de mots, on parle de seniors pour cacher. C'est vrai qu'il y a toujours des mots pour cacher aussi les réalités. Comme on veut pas les regarder, on trouve un autre mot parce que ça a l'air moins gênant. Mais au fond, je pense qu'il faut qu'on soit capable de regarder ce phénomène de vieillissement qui est le nôtre et qui au fond est une chance aussi terrible. C'est une chance. Moi, j'ai perdu ma mère quand elle avait 33 ans et c'est vrai que peut-être ça fait un autre regard. C'est que moi, je trouve ça génial de vieillir. Je trouve ça formidable parce que quand on meurt jeune, on peut pas vieillir. Et donc vieillir, c'est aussi, au contraire, pouvoir profiter de la vie plus longtemps. La condition, évidemment, c'est de pouvoir en profiter au maximum en bonne santé et de pouvoir en profiter sans être toujours dans la contrainte marchande d'un rapport de travail. Et c'est les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qu'il faut qu'on regarde. La grande, ça n'a pas été vraiment abordé, mais moi je trouve que le phénomène de cette année, c'est la question des retraites. Et alors comment être entendu? Vous voyez, on a beau être des millions dans la rue, ça n'a pas fonctionné pour être entendu. Donc c'est une vraie question de savoir comment être entendu. Mais ce qui était dit à ce moment-là, c'était de ne pas nous prendre les meilleures années de retraite.
C'est-à-dire de nous laisser pouvoir profiter de ce temps de la vie sans être obligés de continuer à travailler. C'était aussi reconnaître ce que disait Noël à l'instant, l'utilité sociale de ceux qui sont à la retraite. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est inactif, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne travaille pas, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne produit pas de la richesse. C'est même tout l'inverse. Moi, je sais pas comment on fait sans ceux qui sont jeunes retraités. Je parle pas du moment où c'est plus compliqué en termes de mobilité, en termes de qualité de vie pour pouvoir continuer à contribuer pleinement à la société. Mais moi, je sais pas comment on fait tourner les associations, je ne sais pas comment il y a une vie politique et je ne sais pas comment font les parents actifs sans les grands-parents aujourd'hui, pour tout simplement pouvoir faire face avec des enfants et des petits. C'est pas possible. Donc, les jeunes retraités, ils participent, ils contribuent à la société par tout cela. Et donc, il devrait y avoir une reconnaissance et se dire que c'est pas la peine de tirer toujours plus pour nous faire travailler toujours plus longtemps, mais qu'au contraire, si on arrête, là, moi, je suis vraiment favorable aux 60 ans, même s'il faudrait en réalité aussi qu'il y ait des paliers. Je comprends pas pourquoi on travaille à plein et puis du jour au lendemain, on travaille plus. Je trouve ça extrêmement raide. Et alors peut-être dans un mécanisme technocratique, c'est difficile à penser, mais je pense profondément qu'il faudrait qu'on adapte notre passage à la retraite de façon beaucoup plus, plus progressif et en tout cas de pas faire un jour on travaille à plein et le lendemain c'est terminé. Je crois que, y compris dans le temps qu'on pourrait passer progressivement à lâcher le travail, c'est ce temps d'accompagnement pour former ceux qui y entrent et pour passer le relais de façon tranquille pour soi et tranquille aussi pour les entreprises, les services publics, la société. Donc, on n'a pas su à ce moment-là, je pense, pas à ce moment-là, mais on n'a pas su se faire entendre sur les retraites. On a du mal à se faire entendre sur la fin de vie. Ça, c'est clair, parce que c'est des enjeux éthiques, c'est des enjeux intimes, et cette bataille, c'est la société qui la porte sur la loi sur la fin de vie, et j'ai bon espoir quand même qu'on arrive à passer à nouveau une étape sur ce point-là. Mais il y a un autre sujet qu'il faut être capable de regarder, c'est pourquoi on n'arrive pas sur la loi du grand âge. Ça n'a pas été dit jusqu'ici, mais si on n'arrive pas sur la loi du grand âge, et si on a les EHPAD dans l'état dans lequel les EHPAD sont, avec les scandales qu'on a connus, c'est pas seulement parce qu'on ne sait pas regarder cette vieillesse. Je pense que, d'ailleurs, le livre qui vient de sortir sur le scandale des berceaux, le prix du berceau, donne à voir que c'est pas qu'un problème de vieillesse. C'est aussi un problème pour les tout petits. Et au fond, c'est un problème de ce qu'on est capable de mettre comme contribution pour nos services publics. Et c'est une question de partage des richesses. Et si on n'y arrive pas avec cette loi, parce que la loi sur le grand âge, ça fait quand même un paquet de temps qu'elle est annoncée. C'était une promesse de Macron. Et vendredi, justement, la stratégie Bien vieillir vient d'être présentée par le gouvernement et par la voix de Aurore Berger. Elle a été présentée avant-hier. Et là, elle s'appuie sur des dizaines de rapports. C'est-à-dire que maintenant, le problème est connu. On sait ce qu'il faut faire. On sait, en gros. Il faut investir. Ben oui, il y a plein de propositions. Il faut investir pour faire de l'habitat partagé, pour faire des EHPAD corrects. Il faut que ça devienne un service public, parce que si on met du lucratif là-dedans, eh ben on arrive à des scandales. Voilà, parce que le lucratif, il ne sait pas faire correctement les choses, et ça devient comme pour les petits, c'est-à-dire que d'un seul coup, on veut faire des marges, gagner plus d'argent, faire du profit, et donc pour le faire, c'est moins de couches, ou alors dans les EHPAD, c'est des repas, c'est de la maltraitance en fait, on arrive à de la maltraitance. Donc il faut une logique de service public, il faut une logique de bien commun. C'est ça le fond de cette histoire-là. Or là, ce qu'on nous a annoncé vendredi, c'est une simple opération de communication avec un catalogue qui est très précis, beaucoup de mesures qui sont déjà existantes et un report de 3 ans de la promesse présidentielle qui visait à créer 50 000 postes en EHPAD en 5 ans. Et ça, c'est tout à fait reculé. Donc si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il faut bousculer l'ensemble de notre logique économique pour être capable d'avoir une réforme de l'impôt qui permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses en allant taxer davantage les hyper riches et les grands groupes, excusez-moi, et ce qui permet de faire rentrer de l'argent et de faire rentrer de l'argent pour en faire quelque chose, non pas nourrir plus encore les grandes entreprises, comme c'est le cas depuis très longtemps, quand vous analysez la fiscalité aujourd'hui. La fiscalité aujourd'hui, il y a plein de largesses qui sont données à des grandes entreprises sans aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Et pendant ce temps-là, on n'est pas capable d'investir dans les services publics. Donc si on veut, y compris redonner du sens à l'impôt,
Il faut que les gens qui payent des impôts, le commun des mortels, qui paient des impôts aujourd'hui, ils aient le sentiment que tout ne va pas de mal en pis. Si vous payez plus d'impôts et que votre train il n'arrive pas à l'heure, vous n'avez pas de place en crèche, que vos parents dans les EHPAD ils sont maltraités, etc., vous dites mais à quoi sert l'impôt? À quoi sert l'impôt? Donc lui redonner du sens, c'est justement le réinvestir dans le service public et je pense que nous avons besoin de services publics pour ce quatrième âge et aussi pour plein d'autres services publics qui sont importants quand on est à la retraite. On a besoin aussi de ces services publics pour bien vivre puisqu'on a normalement évidemment moins de revenus que quand on travaille. Et si on veut pouvoir continuer à profiter de la vie, on sait que ces services publics, ils peuvent nous aider, toutes les cartes qu'on connaît, qui existent, hein, c'est plutôt pas trop mal quand même. Hein. Je pense qu'on a un système français qui est plutôt pas trop mal pour essayer d'aider quand on est à la retraite, de pouvoir avoir une activité culturelle ou pour pouvoir se déplacer à des frais qui sont des frais moindres. Mais dans ce cas-là, quand on raisonne comme ça, il faut aussi que dans notre approche de la vieillesse, on ne perde jamais de vue la question, tu l'as dit aussi Noël et je suis vraiment très d'accord avec toi, la question des inégalités, parce qu'elle est criante pour la vieillesse. Ça veut dire de la prévention en amont. Si vous avez un système de santé qui s'écroule, tout ce qui doit être pris pour pouvoir bien vieillir à temps est de moins en moins bien pris en charge. Et donc, vous pouvez avoir une vieillesse qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus incapacitante. Donc, ça se prend en amont. Or là, le système de santé, il est en train de s'écrouler. Et je ne parle pas que de l'hôpital public. Hein. Donc, c'est des inégalités sociales, puisque vous le savez, entre un ouvrier et un cadre, il y a en gros, alors c'est bon, mettons 6-7 ans de différence d'expérience de vie. C'est considérable, absolument considérable. Il y a entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi entre les ouvriers et les cadres. C'est à peu près 6-7 ans. On parle parfois de 8. Enfin, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est considérable comme inégalité sociale. Et donc, ça veut dire que là aussi, il faut un système de protection, de soins et de prévention, et aussi dans le départ, une prise en considération des métiers pénibles qui aujourd'hui n'existent pas. Et donc, tout ce système de protection sociale qui doit permettre, encore une fois, de nous amener à tous pouvoir correctement vieillir et bien profiter de cette vieillesse. Donc, j'insiste sur tout ça parce que je pense que on pourrait avoir l'impression de cette table ronde que du coup, on est d'accord, il faut prendre en charge. Mais si on veut le faire correctement, il n'y a pas d'autre moyen, me semble-t-il, que d'attaquer le mal à la racine et de dire que nous avons besoin d'un État, de collectivités locales, qui ait davantage de moyens pour pouvoir intervenir et construire ces politiques publiques dont nous avons besoin pour répondre aux défis du bien vieillir. Et ça part évidemment d'une conception de la vieillesse modifiée, en considérant son utilité sociale, et ça c'est de l'ordre effectivement d'une bataille culturelle que nous avons à mener, et je valide totalement ça. Mais il ne faut pas se raconter de salade si on n'est pas capable d'accompagner cette bataille culturelle d'une bataille économico-politique pour changer d'axe les politiques publiques telles que nous les avons et pouvoir réinvestir dans le service public. J'ai peur que nous attendions fort longtemps avant d'avoir des politiques qui nous permettent à toutes et tous, à égalité, de pouvoir profiter de cette vieillesse et de le regarder comme un temps qui n'est pas un temps anxiogène, mais qui est un temps où on peut au contraire profiter de façon plus libre, comme le dit, et j'en reviens à Laura Adler, parce que c'est de ça aussi qu'elle parle, c'est-à-dire de ce temps, on a moins de choses à prouver, on est plus libre, on a plus conscience aussi qu'il suffit de regarder un oiseau s'envoler, et que tout simplement ce charme de cet instant-là est un charme dont on profite peut-être davantage quand on a pris de l'âge que quand on est jeune, et ça c'est une richesse de la vie très, très, très belle, très douce, très forte, mais il faut que tout le monde puisse pouvoir correctement en profiter. Bien. Il nous reste encore un peu de temps pour faire un deuxième round, si je peux dire, qui sera plus rapide, si vous en êtes d'accord. Et je voudrais vous dire les 3 ou 4 points qui me semblent importants, et ensuite on donnera la parole au public. Alors, il y a 4 points, entre autres, qui ressortent à mes yeux de ce que nous venons d'entendre. Premièrement, on est d'accord sur un mode d'analyse. On ne peut pas tout attendre d'en haut, on ne peut peut-être pas non plus tout attendre d'en bas. Il faut que ceux qui se mobilisent, nous, si je peux dire, ceux qui se mobilisent, accéder aux politiques, et il faut que les politiques transforment les choses. Donc il faut une rencontre entre le haut et le bas, et malheureusement, on a le sentiment que si le bas ne se mobilise pas, ne donne pas de la voix, il ne se passe rien.
Le deuxième point sur lequel, je crois, nous sommes tous d'accord ici, sur cette estrade, c'est sur l'idée que les promesses du pouvoir sont loin d'avoir été tenues et sont loin, quand elles s'expriment, d'être à la hauteur des enjeux. Là, je crois qu'on est vraiment tous très critiques. Je fais partie des gens qui le sont aussi. Il y a un troisième point qui me semble très, très important. Nous sommes aussi tous d'accord pour dire que nous ne pouvons pas accepter les injustices, les inégalités, le mot n'a pas été prononcé, mais on pourrait dire les discriminations, et que nous voulons aussi ne pas parler uniquement pour nous-mêmes, les vieux, ceux qui sont vieux, ou ceux, en tout cas, qu'il s'agit d'éviter le conflit des générations. Je crois que ça a été dit très nettement, tout en refusant ce qu'on appelle parfois l'agisme, c'est-à-dire se débarrasser des gens âgés. Donc il y a un consensus, je crois, pour dire que c'est un problème général de société qui mobilise les vieux qui agissent. C'est pas simplement défendre leurs intérêts propres, leurs intérêts particuliers. Alors ma question, c'est celle-ci. J'ai entendu, moi, une ou deux propositions ou suggestions. Le conseil dont a parlé Monique Pelletier, ça c'est très très net. L'idée qu'il faut veiller à la qualité du service public et donc à son financement, je crois que c'était aussi très très clair. L'idée qu'il faut cesser de laisser se développer des, comment dirais-je, des paroles, des mots, des façons de parler des vieux qui sont inacceptables, on l'a entendu aussi, et qu'il y a des expériences, on l'a entendu aussi, qui méritent examen. Est-ce qu'on peut faire un deuxième tour de table beaucoup plus rapide pour préciser un peu les propositions qui pourraient être issues de cet échange? Donc je veux peut-être, dans le même ordre, si vous en êtes d'accord, Monique, commencer par vous, mais là vraiment en quelques phrases pour qu'ensuite le public puisse intervenir. Je crois que ce qui serait très important et difficile pour le moment à obtenir, c'est ce conseil qui réunirait le ministre ou un de ses représentants et des vieux. Car rien pour les vieux, sans les vieux, c'est la devise de la CNAV. Et nous y tenons. Donc je pense que ce conseil devrait, comme l'a fait le Conseil national handicap que j'ai eu l'honneur de présider pendant quelques années, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui serait très important et je suis prête personnellement à me mobiliser si je suis encore utile. Voilà. Merci Monique. On est tous sur cette position-là, enfin on est très très nombreux sur cette position-là. Néanmoins, moi je pense que la question de la transition démographique est trop importante pour la laisser uniquement à la responsabilité politique. On a bien vu au fil des années, au fil des mandats, que les responsables politiques, Clémentine, reviennent toujours sur des schémas habituels de constitution, de composition. Il nous appartient à nous, les vieilles et les vieux, qui sommes encore en capacité de prendre la parole, de nous autoproclamer représentants des personnes vieilles pour être entendus et contribuer à l'élaboration de ces documents, à l'élaboration de ces textes de loi qui concernent l'ensemble de la société, mais les vieux, ça va bientôt être 30% de la population. Donc 30% de la population, ça ne peut pas être considéré comme simplement une partie à charge en fin de vie, parce que la dépendance, parce que ça coûte cher, ou parce qu'ils réclament de mourir dans la dignité, ou qu'ils réclament de décider eux-mêmes du moment où ils vont mourir. C'est aux personnes vieilles de prendre la parole, à celles qui sont encore en capacité d'agir et qui ont envie de le faire, de prendre la parole. Et donc, demander aux responsables politiques, au président de la République, aux ministres, cette reconnaissance, bien sûr, mais on l'a fait déjà, on l'a fait. Et là, évidemment, c'est le président Macron qui est en cause parce que la loi grand âge, elle n'est pas encore en chantier, mais précédemment, il y avait la loi de Michel Delaunay qui était très ambitieuse, et du jour au lendemain, quick, la loi de Michel Delaunay, c'était plus une loi de société, c'est devenu une loi de modernisation sociale, avec une quantité d'articles qui intervenaient sur des points de détail
alors je dis pas qu'il faut pas moderniser, sécuriser les EHPAD, qu'il faut pas garantir l'accueil en fin de vie des personnes dans des lieux sécurisés et bien accompagnés, mais il n'y a pas que ça. Je reviens sur la grande période où les personnes qui vieillissent ont du temps, ont de l'expérience, ont de la transmission à faire, et donc il faut absolument que nous exigions d'être entendus et de contribuer à cette révolution sociale à laquelle nous aspirons. Je vais être très bref parce que vous avez sans doute beaucoup de questions à poser. Je me suis beaucoup retrouvé dans ce que disait Clémentine Autain. Regardez les EHPAD. Les EHPAD, c'est aujourd'hui, on peut investir dans beaucoup de choses, mais les EHPAD, ce sont des investisseurs en fait, hein, qui permettent à ces lieux, ces établissements privés de gagner de l'argent sur le dos des vieux et sur leur mauvais traitement. Donc ça veut dire qu'on laisse de plus en plus la place, et qu'elle est exorbitante, comme l'a très bien montré ce bouquin qui a dénoncé le scandale. On donne trop de place au privé par rapport à des politiques publiques. Donc ça veut dire que si on veut que la vieillesse soit considérée comme comme une chance, comme une richesse pour notre pays, on ne peut pas simplement laisser la parole aux vieux. Bien sûr qu'il faut qu'ils s'organisent, bien sûr qu'il faut qu'ils soient un groupe de pression qui soit entendu. D'autant plus que quand on regarde les enquêtes d'opinion et quand on regarde les sondages, ce sont les vieux qui votent le plus. Malheureusement, c'est ceux qui votent le plus à droite. Mais enfin, ce sont les vieux qui votent le plus. Donc c'est ceux-là qu'il faut aller chercher, évidemment, et leur dire mais votre vote, il doit compter. Mais il doit compter que si il s'est relayé. Moi, je suis accablé de voir le niveau de la défiance des Français vis-à-vis des politiques. C'est à la mode de montrer du doigt les politiques qui ne sont pas tous exemplaires. Évidemment, ils sont des hommes et des femmes comme les autres. Mais il faut quand même qu'on se mette bien dans la tête que pour formaliser politiquement une exigence citoyenne, dans une démocratie, ça passe par des partis politiques, avec des programmes, avec des propositions pour que la société puisse vivre de manière décente, la common decency, comme disait George Orwell. Eh bien, si on ne le fait pas, s'il n'y a pas de propositions politiques qui vont dans le sens d'une plus grande répartition des richesses, d'enfin taxer un certain nombre, effectivement, de super riches qui s'engraissent sur le dos de la société, et ceux qui le paient le plus cher, au prix le plus élevé, ce sont pas ceux qui bénéficient d'exonération fiscale, c'est ceux à qui on demande d'être des bons citoyens exemplaires, et sur lesquels on tombe à bras raccourcis. Tant qu'il n'y aura pas cette volonté d'introduire comme l'a très bien dit Clémentine, d'introduire ce que l'on appelle du commun. Le commun, c'est quoi? C'est prendre en considération le fait qu'il y a dans notre société, il y a des éléments qui la constituent, qui sont un patrimoine commun, qui sont quelque chose qui ne peut pas être marchandisé. Aujourd'hui, les vieux, c'est un secteur commercial très prospère, qui enrichit beaucoup de gens. C'est une mine. Eh bien, il faut considérer que si on veut que cette société, elle soit équilibrée, elle soit juste, les vieux ne peuvent plus être considérés comme une marchandise, mais comme des acteurs. Et si on veut qu'ils soient considérés comme des acteurs, ça passe par une autre politique fiscale et une autre politique de redistribution et une autre politique des services publics. Oui, moi j'ai dit en m'exprimant tout à l'heure l'essentiel des propositions, hein, c'est-à-dire la retraite, voilà, la rendre progressive, et je suis définitivement pour la retraite à 60 ans. Je crois vraiment que après il y a l'enjeu des annuités, hein. Une fois que j'ai dit 60 ans, il faut discuter les annuités et la progressivité, mais en vrai, il faudrait faire une loi Touraine à l'envers. Il faudrait la faire à l'envers pour voilà. Mais ça rentre dans une logique qui est une logique aussi de démarchandisation du travail. Et je trouve que quand on aborde la question de la vieillesse, on aborde aussi la question de la richesse. Qu'est-ce que la richesse?
et comment on veut la partager dans notre société, entre les générations et socialement. Et je pense que si on considère l'utilité sociale des retraités, des plus anciens, alors on voit bien que ça ne rentre pas dans la case PIB, produit intérieur brut, et qu'on touche là, au fond, tout ce que nous avons à changer dans la conception même de notre modèle social, en y intégrant des objectifs qui sont des objectifs différents de ceux que nous avons aujourd'hui. C'est très important qu'on sorte de cette représentation uniquement du PIB, c'est-à-dire de la compétitivité, vous voyez, c'est toutes ces normes-là, en fait, qui ne vont pas et qui ne nous permettent pas de comprendre qu'est-ce qu'est, au fond, vraiment la richesse. Et dans la richesse, il y a aussi de pouvoir profiter de la vie. Voilà. Profiter de la vie, ça devrait être une richesse assez supérieure dans le modèle social que nous voulons construire. Or, aujourd'hui, on est tourné vers la compétitivité, la concurrence. Et donc, si on prend cet autre regard, on arrive à un autre modèle. Et très concrètement, je vous ai dit, donc la retraite, pour moi, à 60 ans, avec cette progressivité du départ, la question d'une loi grand âge, qu'il faut être capable de prendre dans toutes ses dimensions, mais avec un service public du 4e âge qui me paraît fondamental et qu'on ne peut pas faire tant qu'on reste dans des clous de la réduction de la dépense publique. Tant que vous êtes obsédé par la réduction de la dépense publique, vous ne faites pas de service public de la petite enfance et vous ne faites pas de service public du 4e âge. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est parce qu'il y a la règle d'or, c'est parce qu'il y a des technocrates qui ont mis cette espèce d'obsession des 3%. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi c'est tombé sur 3%. C'est arrivé comme ça sur un coin de table où on a décrété qu'on ne pouvait pas être endetté plus de 3%, qu'on a décrété aussi qu'il fallait réduire la dépense publique sans jamais se dire mais pourquoi on n'augmenterait pas les recettes? Il faut diminuer sans arrêt la dépense, mais pourquoi? Si les besoins augmentent, il faut y répondre. Et donc, il faut aller chercher les recettes qui nous permettent d'y répondre. Or, nous savons où aller les chercher, ces recettes. Puisque pendant tout ce temps où on se désole qu'il n'y a pas de service public, vous avez des grands groupes qui font des profits faramineux, exceptionnels depuis la crise du Covid, que vous avez des hyper riches qui sont encore plus riches, et donc, c'est pas très compliqué, en fait, d'aller chercher de l'argent pour pouvoir répondre à ces nouveaux services publics. Et cette loi fin de vie qui touche davantage à l'éthique, mais je pense que nous pouvons, là aussi, faire avancer le droit, faire avancer la société. J'ai même l'impression que la société est plus avancée que ne le sont les politiques assez frileux sur ces sujets-là, qui sont complexes, faut pas non plus minorer, je veux dire c'est assez complexe quand on rentre dans le détail, mais je crois qu'on a besoin là aussi de cette loi un petit peu plus poussée sur la fin de vie pour pouvoir mourir dans la dignité. Donc ça me paraît être déjà 3 pans importants, mais avec une conception politique nécessaire de cette utilité sociale de ce temps qui est ce temps de la vieillesse. Merci. Alors, je vous propose, parce qu'il faut une règle du jeu, je vais prendre 3 ou 4 interventions. Je voudrais demander à chacun des intervenants d'être concis, bref, précis, parce qu'on n'a pas le temps d'écouter des trop longues interventions. Et ensuite, réponse du panel. Et puis si on a le temps, on fera un deuxième round. Véronique a le micro en main, elle va donc le faire circuler. Ah, monsieur. Monsieur. Pour moi, une des chances des vieux, c'est l'expérience qu'ils ont acquise. Et fort de ça, je voudrais demander, sur le plan personnel, à monsieur Mamère, à madame Gillot et à madame Pelletier, s'il y a des jeunes qui viennent profiter de leur expérience. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir et en vous demandant, vous qui avez de l'expérience, comment vous voyez l'affaire? Merci. Soyez gentils. Nommez-vous quand vous prenez la parole. Laurent Mignot, retraité. Oui, monsieur. Bosé Christian. Moi, je suis délégué du CRPA, le Conseil régional des personnes accompagnées de Nouvelle-Aquitaine. J'ai 79 ans. Je me suis retrouvé à la rue à 77 ans. Et alors moi, je vous demande, comment se faire entendre quand des CCAS vous refusent une domiciliation? Vous pouvez pas vous inscrire sur une liste électorale où on vous retire le droit de voter. Vous pouvez pas acheter une voiture parce que la carte grise, vous allez pas l'avoir. L'assurance, vous ne l'aurez pas non plus. Vous faites comment quand vous mettez certains fonctionnaires se permettent des gens hors la loi, des vieux, des jeunes. Et aujourd'hui, il y a pas mal de vieux qui sont dans la rue, qui couchent au 115 et que le matin à 8 heures, on fout dehors, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Voilà. Comment ils se font entendre, ces gens-là?
Vous voulez me le dire? Merci beaucoup. Maintenant, juste une petite seconde, je vous prie. Je voudrais remercier, je voudrais qu'il y ait plus d'hommes politiques comme monsieur Mamère. Parce que, oui monsieur, moi je me souviens quand vous êtes maire, aujourd'hui, il y a une loi, le mariage pour tous. C'est vous qui l'avez fait avancer. Parce que c'est vous qui avez fait le premier mariage homo. Et je vous remercie de ça, monsieur Mamère. Merci. Oui? Oui, bonjour. Dominique. Je veux juste vous dire quel est le projet qui nous a amenés à demander à participer à ce contre-salon. Nous sommes un petit groupe d'une vingtaine de personnes sur Montpellier et nous sommes toutes des retraités, et nous voulions rentrer dans de l'habitat participatif. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on allait en direction d'un projet qui existait, on nous disait « vous êtes trop vieux, on a rempli notre quota de vieux, et donc on ne peut pas vous prendre ». Et au bout d'un certain nombre de refus, on s'est dit puisqu'on a un besoin de rentrer dans un habitat participatif pour lutter contre l'isolement, etc., on va le créer, notre groupe, notre projet. Et donc on s'est pris en main et on a monté un projet qui s'appelle Habitons Autrement 34. Merci. Écoutez, je propose que chacun des panélistes, comme il le souhaite ou comme elle le souhaite, intervienne. Alors je pense que Clémentine ne pourra pas répondre à la première question, puisqu'elle est la plus jeune d'entre nous et qu'elle est en activité, elle incarne cette nouvelle génération. Je prends mon exemple, puisque vous nous sollicitez personnellement. Pendant longtemps, chez les écolos, je sentais le soufre, j'avais beaucoup de gens qui me détestaient, d'autres qui m'aimaient bien. Depuis que je suis vieux, je suis apparu comme un sage chez les écologistes, qui me consultent régulièrement, et je peux vous dire que j'éprouve un formidable plaisir. Le jour où j'ai décidé d'arrêter les fonctions électives, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai éprouvé de la lassitude, c'est parce que je pensais qu'il fallait le faire. Et donc je me suis inscrit dans la transmission. Et vous pouvez pas savoir le plaisir et le bonheur que j'éprouve quand je vois ces jeunes activistes qui ont entre 15 et 25 ans, ces jeunes activistes écolos, puisque c'est ma famille politique, et qui sont préoccupés par beaucoup de sujets qui ne sont pas recouverts uniquement par les questions environnementales, bien sûr. Et quand je les rencontre et qu'ils me demandent conseil, ou que je les vois agir, pour moi, je me dis c'est formidable parce qu'il y a de la continuité. Je partage totalement ce qu'a dit Clémentine. Il est de bon ton dans nos sociétés, puisque ce sont des sociétés très clivantes, puisque maintenant on est dans un monde binaire. Il faut être dans un camp ou dans un autre. C'est un poison pour la société. Les trois poisons de cette société aujourd'hui, que vous voyez d'ailleurs tous les jours à l'œuvre, notamment dans les télés d'information en continu, c'est la dictature de l'instant, la tyrannie de l'émotion et la simplification. Eh bien non, le monde est plus complexe que ça. Et notre boulot de journaliste et de politique, c'est d'expliciter cette complexité, sauf qu'il y a la contrainte du temps et que c'est de plus en plus difficile de s'engouffrer dans cette brèche de la simplification. Mais en même temps, notre devoir et notre boulot, c'est d'être au contact de cette nouvelle génération, de ces générations. Il ne doit pas y avoir d'antagonisme entre elles, et d'apporter effectivement le peu d'expérience que nous avons pu avoir au cours de notre courte vie. Et pour ce monsieur, merci monsieur pour ce que vous avez dit concernant le mariage de Bègle. C'est la preuve est apportée, comme l'a dit Clémentine, que la société est beaucoup plus en avance que les politiques. En 2000, j'ai été désigné par mes copains écolos à l'Assemblée nationale pour présenter la proposition de loi sur le vote des étrangers non communautaires dans les élections locales. Promesse du président Mitterrand de 1981, qui n'est toujours pas à l'œuvre. 53% des Français étaient favorables à ce vote. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, le mariage de personnes de même sexe est devenu une banalité. Non, vous dites non, monsieur, mais en 2000, c'était 53%. Après, ça a baissé. Mais à l'époque où je l'avais proposé, c'est ça. Et Lionel Jospin, ça a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Mais Lionel Jospin ne l'a pas porté au Sénat, qui était dominé par la droite et qui n'aurait pas voté pour cela. Mais la réalité, c'est que les responsables politiques sont souvent très en retrait par rapport à la société parce qu'ils ne lui font pas confiance,
parce qu'ils ne l'écoutent pas et parce qu'ils restent à fonctionner sur des préjugés. Comme d'ailleurs on vous explique que l'immigration est une menace, alors que toutes les enquêtes montrent que c'est une richesse pour notre pays. Il y avait deux questions auxquelles Dominique pourrait peut-être essayer de répondre, qui étaient ce problème de la domiciliation, c'est-à-dire on ne vous laisse pas exister, et ce problème finalement de l'habitat participatif, quel que soit le nom par lequel on le désigne, c'est-à-dire puisqu'on ne nous laisse pas faire, et ben on fait, ou plus exactement, puisqu'on ne crée pas les conditions pour qu'on existe, et ben on les crée nous-mêmes. Donc, Dominique. Oui, alors ces deux questions sont un petit peu différentes, mais elles relèvent quand même du désarroi d'un certain nombre de personnes qui ont des initiatives, qui ont des droits et qui ne peuvent pas les exercer. Donc il y a vraiment la nécessité de garantir l'accès aux droits. Donc monsieur, votre accès aux droits à une domiciliation pour bénéficier de tous les droits qui concernent votre citoyenneté, ça doit être exécuté. Si ça ne l'est pas, eh bien il y a le défenseur des droits qui peut venir à votre aide, et si vous voulez, on en parle tout à l'heure. C'est aussi ça, la disponibilité des militants du CNAV, c'est d'être une réponse et une ressource pour l'exercice des droits. Concernant l'habitat partagé, ce rassemblement aujourd'hui montre qu'à l'évidence, c'est ici que ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont émergé et puis qui se sont heurtées à des rigidités administratives, à des rigidités politiques, à des rigidités financières, à des rigidités d'attribution de logements qu'il va falloir lever. Donc je pense que à la suite de cette réunion, nous allons faire un inventaire de toutes ces rigidités, de toutes ces difficultés, pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics sur cette nécessité d'assouplir la réglementation et de permettre à des petits groupes d'organiser leurs projets et de donner satisfaction à des besoins de logement qui s'expriment de manière différente sur le territoire, mais souvent qui ont des points communs. Un deuxième point, je voulais répondre quand même sur est-ce que vous acceptez de répondre à des personnes jeunes qui viennent vous voir? Eh bien oui, quand elles viennent, elles sont les bienvenues. Et moi, je peux vous dire que pendant les 3 jours, j'ai rencontré des personnes jeunes qui venaient là se renseigner. Alors c'est souvent des professionnels, des gens qui sont investis dans la psychologie, dans le lien social, dans la culture, et qui voudraient être utiles à la société et qui considèrent, alors peut-être que la population des vieux, c'est une part de marché intéressante, mais qui aussi ont une vision de la société altruiste, généreuse et mixte. Et j'ai apporté quelques conseils, notamment à une jeune femme pour qu'elle rencontre le maire de sa commune, pour qu'elle lui fasse la proposition de son projet. Et puis, on a échangé nos adresses, on va continuer. Mais il y en a d'autres, là, ce matin, j'en ai vu une autre. Donc, on est complètement disponible à rencontrer des jeunes qui veulent s'inscrire, parce que de toute façon, un jeune, c'est un vieux en devenir, hein, donc il a tout intérêt à s'inscrire pour préparer une société plus généreuse, plus solidaire et plus inclusive. Merci. Alors Noël, rapidement, parce qu'on doit prendre encore une ou deux autres juste questions. Une chose, par rapport à ce que vient de dire Dominique et à ce qu'a dit Madame, et c'est un sujet très important pour l'habitat partagé, c'est la question du prix du foncier. À Bègles, par exemple, on a fait un programme d'habitat participatif parce que une société d'habitat social était propriétaire du terrain, mais les amis d'Edith et de Boboyaka qui font leur programme, le foncier n'était pas au même prix parce qu'ils payaient le prix du foncier de la commune. Et donc là, je pense qu'il faut qu'il y ait des efforts de la part de l'État et des collectivités pour que justement des projets comme cela bénéficient davantage sur le foncier pour pouvoir mener à bien leur programme. Merci. Alors, levez-vous, ou en tout cas nommez-vous. Je suis Brigitte Poirier, je suis retraitée et je voulais simplement revenir sur quelque chose qui me semble très très important. C'est le paradoxe dans notre société entre effectivement la valorisation des corps beaux, du narcissisme et de toute la consommation qui va avec, et que de l'autre côté, il y a une occultation absolument effrayante de l'existence concrète des corps de tous les êtres qui constituent notre société. C'est-à-dire que
finalement tous les êtres, tous les gens qui s'occupent des corps et des conséquences de l'existence d'un corps. Ça passe par les éboueurs, ça passe par tous ceux qui s'occupent des corps qui ont besoin de soins, que ce soit les enfants, que ce soit les vieux, etc., etc., qu'il y a une sorte d'occultation de toutes ces activités, de ces présences corporelles qui ne sont pas reconnues ou qui ne sont pas rémunérées. Enfin, il y a plein de façons de rendre invisible toute cette partie-là de notre société. Et je voulais juste signaler une proposition de Cinta Fleury qui, elle, disait il faudrait que la société, de façon publique, politique, demande un espèce d'engagement citoyen, presque un service militaire, enfin entre guillemets, hein, pour que chaque citoyen, à un moment donné, soit en contact direct avec ce soin au corps. Donc ça serait à repenser. Bien sûr, c'est pas simple. Donc je voulais savoir quelle serait la réaction des personnes qui sont là à cette proposition que je trouve un peu utopique, mais très très profonde. Alors, juste un mot. Notre collectif, enfin notre nébuleuse, a beaucoup réfléchi à la question du corps et ça aboutit à un livre qui sort ces jours-ci, qui est en vente, je le dis au passage, le livre de Catherine Vincent, sur justement la question du vieillissement, du corps, la relation entre les deux catégories. Donc, vous mettez le doigt sur une grande préoccupation des animateurs de ce mouvement qui nous rassemble aujourd'hui. Autre intervention? Monsieur, nommez-vous? Oui, bonjour, Gérard, je suis membre de la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique. Et dans ce cadre, nous interrogeons souvent les élus locaux sur la place des seniors et quelle place leur est donnée par les politiques locaux. Et souvent, la réponse qui nous est donnée, c'est de citer les nombreux clubs d'animation, les nombreux clubs culturels, les nombreux bals qu'ils peuvent organiser pour les seniors, les clubs sportifs. Mais nous insistons évidemment beaucoup plus sur un autre type de place, à savoir une place citoyenne dans la société. Alors pour cela, il y a un certain nombre de réponses qui sont apportées, notamment à Paris. Il y a un schéma senior qui a été voté par le Conseil de Paris 2022-2026, qui crée en fait des conseils de seniors par arrondissement. Et ben jusqu'à maintenant, en dépit de nombreuses actions de collectifs de seniors, il n'y a que 4 arrondissements qui ont pu mettre en place ces collectifs seniors. Et je crois que c'est quand même un outil très très intéressant à développer, car là où ils existent, eh bien, ça permet, par des commissions thématiques, des réflexions sur l'isolement, sur la mobilité, sur l'autonomie, sur les liens générationnels. Et je crois, puisque là je suis face à des politiques, que les politiques qui doivent agir pour rétablir un autre lien avec la politique, eh bien, au niveau local, ils ont la possibilité d'innover. Et je crois que par la création de ces conseils, un petit peu partout, dans certaines villes, c'est le conseil des sages, par exemple, eh bien là, il y a une opportunité de véritablement impliquer de manière concrète les retraités dans la vie citoyenne et dans l'intérêt général, évidemment. Merci. Je me permets juste un mini commentaire. Je trouve que ce que vous dites permet de prolonger la proposition de Monique Pelletier. Monique Pelletier propose une instance nationale. Qu'il y ait des instances locales, c'est formidable, surtout si les deux niveaux communiquent, bien entendu. Donc, alors, Dominique? Moi, j'apprécie beaucoup votre intervention, monsieur, parce que je trouve que ça met le doigt quand même sur la manière dont on considère les personnes qui vieillissent. On considère que les personnes qui vieillissent, elles ont travaillé toute leur vie, donc elles ont le droit de s'amuser. Il faut les distraire, il faut les occuper. Donc toutes les associations qui sont subventionnées par les communes, ça vise à ça. Puis comme ça, on les a sous la main, ils sont tranquilles. Et puis quand, voilà, bref, j'en rajoute pas. Par contre, votre désir, votre volonté d'agir sur la citoyenne, d'agir citoyennement, avec des réflexions sur le cadre de vie, sur les circulations, sur les transports, sur le logement, ben là, ça gêne un petit peu parce que ça ne rentre pas dans les cadres des élus qui considèrent que les vieux, c'est bien quand on leur fait un thé dansant, ils doivent être contents pour toute l'année. Excusez-moi. Alors, Monique.
donne le micro. Monique Pelletier, Clémentine, et une dernière intervention de Madame, et il faudra se séparer. Non, je crois que j'avais le micro. Ah. Voilà, mais Monique Pelletier voulait dire... Oui, bien sûr. Monique. Je voulais simplement dire que il existe dans un grand nombre de villes, beaucoup plus qu'on ne le croit, un conseil des vieux qui a été élu au sein de la mairie, non pas le conseil municipal, mais un conseil particulier des vieux et qui propose au conseil municipal, au maire, aux habitants, des réformes, des changements, notamment dans la commune où j'habite, il y a des drames d'accidents de bicyclette sur le trottoir qui empêchent les vieux de sortir. C'est-à-dire qu'ils n'osent plus sortir parce que les personnes à bicyclette vont tellement vite, notamment les jeunes, qu'il y a des accidents souvent très graves. Donc le conseil des vieux dans une mairie est quelque chose dont il faut demander la création parce que c'est très utile. Voilà. Merci. Alors, une seconde, monsieur. Je suis obligé d'avancer vers la fin de cette rencontre. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont demandé la parole. On va dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, Clémentine voulait dire un mot, et peut-être les autres panélistes, et on se séparera, parce que l'heure est venue de se séparer. Donc soyez concis. Je vais essayer. Donc je suis Roger Dumont. Et je suis très impliqué dans une association à l'origine lyonnaise qui s'appelle Abicop, qui promeut le modèle des coopératives d'habitants, dont a parlé aussi positivement Noël Mamère, que je remercie d'avoir attiré l'attention sur cette possibilité de créer du bien commun au niveau de certains immeubles, ou certains habitats, et que les coopératives d'habitants mettent au centre de leur existence et de leur participation à la vie sociale une capacité aux gens qui s'organisent de créer du bien commun pour mieux vivre ensemble et même dans le vieillissement. La question que je voudrais poser s'adresse plutôt plus particulièrement à Clémentine Autain, parce que il me semble que nous sommes vraiment au fond, grâce à l'organisation du CNAV, sur une problématique sociétale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit, quelle vision avons-nous ensemble de la suite par rapport à toutes ces problématiques de multiples composantes de la société dont les vieux font partie. Alors les vieilles et les vieux, parfois ils s'organisent, et ce que disait Clémentine Autain tout à l'heure par rapport à la place que prenaient les vieux, et entre autres les jeunes retraités, mais pas que, aussi les retraités parfois un peu plus âgés, au niveau de la vie sociale, me semble absolument primordial. C'est-à-dire que... Monsieur, excusez-moi. Oui. C'est trop long. La question, comment est-ce que les politiques pourraient amener une véritable considération de l'engagement dans les associations, dans les sociétés civiles, dans tous l'élan citoyen? Comment est-ce que cette part prise au fonctionnement de la société pourrait être intégrée dans la prise en compte de l'activité globale de l'individu dans la société? Merci, pas monsieur. Uniquement salariale. Hein. Merci, monsieur. Madame, oui, ici. Oui, c'est surtout pour rappeler que des femmes savent parler, hein, que je prends la parole. Alors, je m'appelle Michel. Je vais pas dire mon nom, vous allez savoir pourquoi. J'habite à Bayonne. Alors, moi, les valeurs de la République, j'y crois absolument. Liberté, fraternité, solidarité. Et donc, égalité, mais enfin, pour moi, c'est solidarité. Et je me dis que si les gens... Alors, les politiques, c'est extrêmement bien quand ils font bien leur travail, quand ils y croient, voilà. Je pense que là, on a une bonne brochette. Mais il y a aussi les actions personnelles. Et je trouve que... Enfin, moi, personnellement, je suis entourée de tas de gens qui font des actions personnelles et qui se regroupent en association. Par exemple, je m'occupe des migrants à Bayonne qui sont très, très nombreux. Et je trouve que quand on prend les minorités, il faut pouvoir s'entraider entre minorités. Par exemple, chez moi, c'est pour ça que je vous dis pas mon nom, j'ai logé un migrant
Ça fait 7 ans qu'il est en France. Il n'a pas de papier. Il travaille néanmoins. Et il est comme un locataire normal. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Je veux dire que il faut pas tout attendre des autres. Il faut vraiment que personnellement on se sente impliqué dans la société. Voilà. Écoutez, là, je crois que tout le monde sera d'accord pour soutenir l'exemplarité de ce genre d'action, bien sûr. Madame, vous êtes la dernière à intervenir. Alors, c'est un témoignage, puisque vous, Michel, parlez de propositions. Je suis secrétaire de mairie dans une commune de moins de 200 habitants, en Lot-et-Garonne, près de Duras, avec beaucoup de vieux. Ce dont je me rends compte depuis 7 ans, c'est que les politiques publiques se dématérialisent. Il y a beaucoup de souffrances liées à la dématérialisation des politiques publiques. Moi, je vais au-delà de mon boulot, parce que je trouve qu'un bon boulot, on y met de l'âme. C'est dramatique, et je trouve que le rapport de Madame Hédon est tout à fait remarquable. Alors, je m'adresse aux politiques, arrêtez, par bonheur, la dématérialisation des politiques publiques, avec un langage techno, avec des sigles, on n'y comprend rien, ça déshumanise. Donc, je vous en prie, faites-le passer, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Merci. Alors, très rapidement, oh oui, Noël est obligé de partir, donc on le salue. Merci Noël. Clémentine, quelques mots, Dominique et Monique. Merci. Oui, alors, comment on fait pour la reconnaissance sociale de tout le travail qui est fait par les retraités jeunes ou moins jeunes? Je pense que c'est vraiment le mouvement de la société qui va permettre de le reconnaître. Après, je suis un peu étonnée par rapport à ce que j'entends depuis tout à l'heure, je vous le dis franchement, c'est que la réalité, c'est que dans les conseils citoyens divers et variés, dans les associations, dans les partis politiques, quand on fait des réunions, la majorité, ce sont des jeunes retraités. Aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, j'ai l'impression qu'on a un petit problème dans le dialogue, c'est-à-dire que vous entendez beaucoup dire il faudrait qu'il y ait des jeunes, il faudrait qu'il y ait des actifs. Et donc, le sentiment que ceux qui sont là seraient pas les bienvenus, qu'il faudrait les mettre dehors et qu'ils seraient pas reconnus. Je pense que c'est pas ça le problème. Or, il faut aussi insister sur le fait que tous ces espaces-là ne peuvent pas être uniquement tenus par des jeunes ou moins jeunes retraités. Il faut aussi qu'on aménage le temps de la vie de telle sorte que des jeunes actifs puissent aussi participer à la vie citoyenne et à la vie politique. Donc il y a peut-être un problème de dialogue de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître ceux qui le font aujourd'hui et dire tout ce travail-là incroyable qui fait vivre le tissu associatif et la vie politique, il est tenu grâce à ceux qui sont les plus âgés. Néanmoins, alors donc bravo, super. Néanmoins, on a un travail social à faire pour qu'il y ait davantage de mixité dans tous ces lieux de citoyenneté et de vie politique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à tenir ces deux bouts-là. En tout cas, moi, c'est ce qui me paraît important parce qu'encore une fois, c'est de la mixité que peut naître la meilleure façon de gérer notre vie. Le deuxième élément, c'est sur la question, là encore, du service public. Parce que si on parle, je sais plus qui a, de l'habitat coopératif, c'est magnifique l'habitat coopératif. Hein. Donc il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques sur le foncier, de réussir à avoir une politique publique qui permet d'intervenir sur le prix du foncier, de pas laisser le libre arbitre, enfin le choix entre l'offre et la demande, l'équilibre entre l'offre et la demande dominer et qu'on soit capable de contraindre ce prix et de contraindre la spéculation immobilière dans une crise qui est une crise globale, terrifiante, absolument terrifiante. Et donc, si on veut accompagner ce mouvement coopératif, il faut que la puissance publique, elle ait son mot à dire. Et aujourd'hui, on a une crise qui est une crise absolument monstrueuse. Sur la dématérialisation, énorme sujet. De la même manière qu'on avait autrefois des écrivains publics, il faudrait qu'on ait au plus près dans les territoires, au plus près des citoyennes et des citoyens et des habitants des petites villes, dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes de façon précise, une capacité à accompagner les citoyennes et les citoyens dans ce mouvement de dématérialisation. Or, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, on se dit bon bah c'est pas grave, il y a des générations perdues, les autres sauront faire, au revoir. Mais même les nouvelles générations ne sauront pas faire, parce qu'à un moment donné, il faut aussi de l'humain. C'est pas simplement de la capacité, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas simplement de la capacité à bien se débrouiller sur Internet et à savoir tenir une souris.
c'est qu'il y a plein d'autres problèmes qui se posent. Et que ces problèmes qui se posent, ils vont se poser durablement. Et donc moi, je plaide pour qu'on ait un service public d'accompagnement par rapport à cette dématérialisation, où comme on avait les écrivains publics autrefois, on ait cette présence humaine au plus près. Et c'est pas les agences, les maisons France Service qui répondent à ça. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ces maisons France Service, franchement, sincèrement, ça va pas du tout. Et on parlait avec Noël, là, des secrétaires de mairie. Après, je m'arrête là-dessus. Mais les secrétaires de mairie, aujourd'hui, pourquoi elles sont sous l'eau? Et ce sont essentiellement des femmes. C'est parce que les gens dans les petites villes et dans les villages, la seule porte pour accéder à l'ensemble des services publics et parfois des services qui ne sont pas publics, c'est d'aller toquer pour tous les problèmes que rencontrer à la porte de la mairie. Et qui est là? Le secrétaire de mairie qui doit savoir comment on fait quand il y a la dame âgée de la rue d'à côté qui est tombée par terre, comment on fait quand on a sa bagnole qui marche pas, comment on fait quand le service des impôts a fait une erreur, etc., etc. Et ça, c'est pas tenable. Et les mairies, elles vont exploser. Et ça doit nous interroger du point de vue de la présence des services publics sur tout le territoire français. Alors, moi, je voulais simplement féliciter ceux qui ont organisé cette réunion parce que j'ai été très intéressé de voir qu'on était venu de beaucoup de villes de province et je trouve que cela un souhait que nous avions formulé et la CNAV va vivre et va faire beaucoup de choses, j'en suis certaine. Merci à tous. Francis? Merci à tous. Merci à vous. Pour la première fois, on va parler de la vieillesse d'une autre façon, pas dans l'accompagnement de la fin de vie, pas dans la maladie, mais comme un sujet politique, de façon à rehausser et retrouver le pouvoir sur nos vies. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est en ça que nous devons avoir une action politique. Voilà.